Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Sera-t-il candidat à un troisième mandat ou pas? Les intentions prêtées au président Macky Sall pour l'élection présidentielle de 2024 font l'objet de vives spéculations au Sénégal, alors que le principal intéressé entretient un véritable mystère autour de la question. La zone de libre-échange continentale africaine est officiellement lancée depuis le 1er janvier 2021 et suscite beaucoup d'espoir. Le plus grand espace commercial au monde regroupe plus de 1,2 milliard de consommateurs. 90% des règles d'origine ont déjà été approuvées. Et le Rwanda est confronté à une pénurie d'enseignants qualifiés. Les autorités rwandaises ont récemment annoncé le recrutement de quelques 10 000 enseignants pour les écoles primaires et secondaires, mais cela ne représente que la moitié de l'effectif actuellement nécessaire. Mais tout d'abord en Ouganda, le candidat Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, dénonce des fraudes électorales au lendemain de l'élection présidentielle du 14 janvier. Le principal opposant au président Yoweri Museveni, candidat à un 6e mandat, dénonce des irrégularités dans le processus électoral et des arrestations abusives des observateurs de son parti qui ont été relâchés ensuite après la fermeture des bureaux de vote. Bobi Wine se dit certain de sa victoire. Rappelons que les résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle ougandaise doivent être annoncés ce samedi 16 janvier à 13h GMT par la commission électorale. Son deuxième mandat a débuté en 2019, mais tous les regards sont déjà tournés vers l'élection présidentielle de 2024. Les intentions du président sénégalais Macky Sall mobilisent l'attention à la question d'une probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Sa réponse reste floue. En attendant, les spéculations vont bon train et les avis divergent sur un éventuel troisième mandat. Le point avec Ange Doménio. Après la Côte d'Ivoire et la Guinée, tous les regards sont désormais tournés vers le Sénégal. L'élection présidentielle est prévue pour 2024 et nul ne sait encore si l'actuel président va répliquer. Macky Sall joue la carte de la prudence et ne laisse pas dévoiler ses ambitions. Ce sera ni oui ni non, a-t-il déclaré lors d'une interview réalisée par des médias locaux en décembre 2019. Un flou qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, le président de la République, lorsqu'il a demandé le suffrage des Sénégalais en 2019, il a été élu. 1 mois ou 2 mois après, les gens étaient en train d'agiter cette question de mandat. Le président nous a demandé, tous ceux qui travaillent avec lui, de ne pas polémiquer et de travailler pour ce dont pourquoi il a été réélu en 2019. Les derniers événements laissent pourtant croire que le président Macky Sall est en train de baliser le terrain. Il a nommé son adversaire de toujours Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental le 1er novembre 2020. L'opposition sénégalaise est plus désunie que jamais et ne porte en son rang que des figures résistantes, à l'image d'Ousmane Sonko. Nous sommes des militants très disciplinés, nous ne suivons que la ligne du parti. Nous suivons les directives de notre président de la République, qui est le président Macky Sall. Et concernant cette question également, ça ne fait qu'amener des débats inutiles. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à répondre à cette question. Selon la constitution sénégalaise, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais cette même constitution avait été modifiée en 2016 à l'occasion d'un référendum. Certaines voix désignées considèrent alors que le premier mandat du président Macky Sall a commencé en 2019, ce qui lui donne la possibilité de se représenter à nouveau. Le Maroc est l'une des plus vieilles monarchies au monde. Entre continuité et modernité, le royaume n'a pas connu de troubles politiques de grande envergure depuis son indépendance. Pourtant, les fractures sociales y sont bien réelles. Alors, comment le Maroc est-il parvenu à rester exceptionnellement stable par rapport à ses voisins? Élément de réponse avec Ange Doménio. Le Maroc est un exemple de stabilité en Afrique. Aucun trouble politique grave n'est survenu dans le royaume ces dernières années.
Le printemps arabe a fait son bout de chemin dans la sous-région, mais il n'a pas réussi à franchir les frontières marocaines. Cette réalité est due notamment au leadership du roi marocain et au système politique en vigueur, selon plusieurs spécialistes. La monarchie reste le stabilisateur de la gouvernance et du gouvernement et des politiques au Maroc. C'est sur ça qu'on se lie ensemble. On est très fidèle à la monarchie et le roi reste l'arbitre de tous les partis politiques et reste aussi le fédérateur de toutes les parties prenantes. Le leadership du roi Mohamed VI a beaucoup contribué à l'établissement de la stabilité selon les spécialistes. Ce dernier a su user de son autorité pour fédérer toutes les forces vives de la nation. Même s'il existe bel et bien une opposition, elle ne se fait pas trop ressentir. Il a pu fédérer toutes les énergies, l'opposition, la coalition, les partis politiques de n'importe quelle idéologie musulmane, on dit communistes ou socialistes, libéraux. Donc on a le tout. On s'assoit sur la table et on discute. Il y a de l'opposition, mais on ne la sent pas beaucoup parce qu'on est sur la fédération des esprits, la fédération des efforts. Le Maroc a obtenu son indépendance le 7 avril 1956. Le royaume a opté pour une monarchie constitutionnelle depuis son accession à l'indépendance. Le plus grand espace commercial au monde, à savoir la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Le processus de négociation des règles qui doivent régir cette zone a été approuvé à 90% par les pays membres, mais 10% doivent encore être définis. Les explications de Philomène Tiné. Dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les pays africains ont convenu de supprimer 90% des droits de douane sur une période de 5 à 15 ans selon leur niveau de développement, indique le secrétariat de la ZLECAf. Quant aux 10% restants, ils doivent être achevés d'ici juillet 2021. Les règles d'origine ont été négociées avec un objectif, encourager la création d'emplois en Afrique. Pour cela, l'accord n'inclut pas les produits de tiers et évite le transbordement, mais promeut plutôt les produits à valeur ajoutée africaine. Les règles d'origine convenues entre les pays membres dans le cadre de la ZLECAf permettent de déterminer l'origine des marchandises entrant sur un territoire douanier. Selon certains économistes, il faudra trouver le bon équilibre pour que le continent soit à la fois attractif, mais aussi créateur de valeur. Le risque est que toutes les économies africaines n'ont pas le même niveau de développement et de compétitivité. La crainte est que des grandes puissances internationales, les multinationales, puissent, dans le cadre des délocalisations, s'installer dans ces pays membres, signataires de la ZLECAf, et bénéficier alors des avantages préférentiels en termes fiscaux et douaniers. Cela sera alors une contre-performance, car l'une des visions essentielles de la ZLECAf, c'est les rendre compétitives nos industries locales. Donc il va falloir faire beaucoup attention dans la mise en place des barrières douanières, et fiscales et tarifaires. La ZLECAf est un projet de marché unique continental rassemblant 1,3 milliard de potentiels consommateurs pour un produit intérieur brut estimé à 3 400 milliards de dollars. Contre-performance dans le secteur minier au Zimbabwe. Les achats d'or de la Banque centrale ont baissé de 31% en 2020. Certains mineurs préfèrent vendre l'or de manière clandestine à l'étranger plutôt que de vendre l'or à la Banque centrale, qui est la seule accréditée par l'État pour acheter l'or produit localement, ce qui occasionne un véritable manque à gagner. Les précisions de Lorita Simbou. Le gouvernement zimbabwéen a acheté 19 tonnes d'or à tous les acteurs présents dans la production aurifère sur son territoire en 2020. C'est ce qui ressort des données de la filiale de la Banque centrale, imprimante et raffineur Fidélité, qui précise que cela représente une baisse de 31% par rapport aux 27,66 tonnes de 2019.
C'est sans doute problématique pour un pays qui mise sur les revenus lucratifs de l'or pour soutenir une économie ravagée par la corruption, l'hyperinflation et plus récemment la pandémie du coronavirus. Le fait que certains mineurs préfèrent écouler clandestinement l'or à l'étranger occasionnerait un manque considérable à l'État zimbabwéen, ce qui risque de se traduire par une baisse des rentrées des recettes d'exportation et mécaniquement se traduire par une montée de la grogne sociale. Cette contre-performance s'explique par la réduction de la contribution des orpailleurs et mineurs à petite échelle. Ces derniers n'ont ainsi vendu que 9,35 tonnes d'or en 2020 contre 17,48 tonnes en 2019. Selon le gouvernement zimbabwéen, la valeur de l'or qui échappe au centre d'achat officiel disséminé dans le pays atteindrait 1,2 milliard de dollars chaque année. Pour changer les choses, l'État zimbabwéen doit entre autres prendre des mesures fortes pour juguler les trafics à l'image de l'interdiction du mercure de l'exploitation minière, trouver les fonds nécessaires pour payer à temps les producteurs locaux pour éviter qu'ils contrôlent la banque centrale du pays et enfin moderniser la filière ainsi que les installations pour accroître les exportations. Il faut souligner que si l'État zimbabwéen arrive malgré tout à arrêter le phénomène de la vente clandestine de l'or à l'étranger, la contribution des mineurs artisanaux risque encore de baisser cette année. Avec l'interdiction du mercure dans l'exploitation minière annoncée en fin 2020, les orpailleurs auront beaucoup plus de difficultés à extraire le métal jaune. Face à la pénurie d'enseignants qualifiés, le Rwanda ambitionne de renforcer ses ressources éducatives. Un peu plus de 10 000 enseignants des écoles primaires et secondaires vont être recrutés provisoirement pour une durée d'1 an. Mais en réalité, c'est plus profond. Plus de 20 000 enseignants seraient nécessaires pour combler les lacunes de l'éducation nationale. Plus de détails avec Marie-Raphaëla Ntolo. Au Rwanda, les autorités annoncent le recrutement de 10 864 enseignants des écoles primaires et secondaires pour un emploi provisoire. Une décision prise dans le but de résoudre le problème de pénurie des enseignants. À cet effet, 2433 de ces enseignants seront engagés pour enseigner au secondaire, tandis que les autres serviront dans les écoles primaires. D'après une déclaration du ministre d'État chargé de l'enseignement primaire et secondaire, Gaspard Twagirayesu, pendant cet emploi provisoire d'1 an, les enseignements devront suivre un cours pédagogique obligatoire afin de se qualifier pour un contrat permanent. Cette initiative d'engager plus de 10 000 enseignants ne m'étonne pas puisque le Rwanda est bâti sur les droits socio-économiques qui sont l'éducation, le logement et la santé. Sur la santé, sur le nombre d'hôpitaux, sur le logement, au moment où ils ont créé... En tout cas, ils ont arrêté toutes les formes de maisons en paille en permettant à tous les citoyens d'avoir des tôles. Sur l'éducation, cette fois-ci, le nombre de classes et le taux de scolarisation, le pays n'hésite pas à prendre des décisions assez radicales. Donc je pense que cette décision est dans la totale ligne du besoin d'efficacité que le Rwanda s'est donné. Le Rwanda Education Board a annoncé qu'une pénurie d'enseignements qualifiés a contraint le gouvernement à embaucher des diplômés n'ayant nécessairement pas des formations en éducation. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation, Valentine Uwamariya, a annoncé que plus de 20 000 enseignants étaient actuellement nécessaires pour combler les lacunes dans les écoles. Je pense qu'ils sont dans une nouvelle forme d'expérimentation de ce que l'Afrique peut devenir, de ce que l'Afrique peut prendre comme initiative pour répondre à des questions qui sont parfois bloquées par des rigidités administratives, mais aussi des rigidités d'ordre institutionnel. Notons que le débat sur l'opportunité de retenir des enseignants à former pour combler la pénurie dans les établissements rwandais est en cours depuis 2016. Cette décision du gouvernement intervient alors que le projet national de construction de 22 505 salles de classe pour étendre les opportunités d'éducation est en cours avec 80% des unités déjà achevées. Dans le reste de l'actualité, le championnat d'Afrique des nations de football débute ce samedi 16 janvier au Cameroun. Cette 6e édition devait initialement se tenir du 4 au 25 avril 2020, mais elle a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19 et se jouera donc du 16 janvier au 7 février. La compétition débutera sur un match d'ouverture qui oppose le Cameroun, pays hôte, au Zimbabwe, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, arrivé à Yaoundé ce jeudi. Un derby alléchant est attendu dimanche entre les deux Congos et le Maroc, tenant du titre, fera son entrée en compétition le 18 janvier face au Togo.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.